Salut tout le monde, et oui, ça y est, nous allons enfin pouvoir combiner Raspberry avec carte graphique de PC pour créer le Raspberry Gaming Ultime. Il aura fallu du temps, beaucoup de temps avant de pouvoir réussir à faire cette vidéo, mais ça y est, c'est possible. Pour vous récapituler un petit peu l'histoire, l'idée de connecter une carte graphique avec un Raspberry n'est pas nouvelle. Tout ça a commencé lorsque la fondation Raspberry a sorti le Compute Module 4. Le CM4, comme on l'appelle, est la version Compute Module du Raspberry Pi 4. Si vous voulez tout savoir sur la version 4, j'ai fait une vidéo, je mets le lien dans les fiches. Petit aparté d'ailleurs, le Compute Module 5 vient tout juste d'être annoncé et j'espère pouvoir mettre la main dessus très prochainement. Une grosse nouveauté à la sortie du Compute Module 4, c'est la présence de une ligne PCI Express qui est conçue pour connecter des périphériques PCI Express tels que du stockage, des cartes Ethernet, cartes Wi-Fi ou contrôleurs divers. Mais quand on pense PCI Express, on pense bien sûr PC et surtout carte graphique. D'autant plus que le Compute Module ne peut pas être utilisé tout seul, il faut une carte telle que celle-ci, c'est l'IO board officiel qui permet de faire du prototypage et qui comporte un port PCI Express 1X. Malheureusement, personne n'a réussi à faire fonctionner une carte graphique avec le Compute Module 4. Le principal problème vient de l'implémentation du PCI Express au sein du processeur qui n'est pas complète, pas comme sur un vrai PC, un vrai processeur, et donc ça n'a mené à rien. Cependant, l'espoir est réapparu avec la sortie du Raspberry Pi 5, qui, parmi toutes les nouveautés, inaugure un petit connecteur sur lequel on retrouve une ligne PCI Express. Comme sur le Compute Module, il faut là aussi une carte pour pouvoir adapter ce connecteur et y brancher des périphériques standards, mais la question qui revient, c'est peut-on y connecter une carte graphique? Et la réponse est oui. Bien sûr, si on fait cette vidéo aujourd'hui et pas il y a un an, c'est pour une bonne raison. C'est que brancher une carte graphique, c'est une chose, mais ensuite la faire fonctionner, et notamment toutes les modifications logicielles que ça demande, c'en est une autre. Au cours de cette année, une petite bande de fous se sont amusés à modifier tout ce qui était nécessaire pour faire vraiment fonctionner un GPU. Et aujourd'hui, ça y est. On a deux personnes qui sont très impliquées là-dessus. Le youtubeur Jeff Gerling, que vous avez peut-être suivi et qui a publié assez fréquemment des vidéos sur l'avancée du sujet, et un développeur qui est connu sous le nom de CoreForge, que l'on retrouve sur GitHub. Et grâce, entre autres, à eux deux, nous pouvons aujourd'hui brancher des cartes graphiques beaucoup plus sérieuses sur le Raspberry Pi 5 et surtout les utiliser pour faire tourner des jeux. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour notre setup gaming, il nous faut bien sûr une carte graphique. Et il faut une carte graphique de chez AMD. Seuls les GPU AMD sont supportés pour le moment, car il existe des bons drivers open source sous Linux qui s'appellent AMD GPU et qui fonctionnent plutôt bien. Alors que pour les cartes Nvidia, c'est un peu plus compliqué. Il existe bien les drivers qui s'appellent Nouveau. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais il existe des drivers donc pour Linux également, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que Nvidia est beaucoup moins ouvert pour confier ses secrets. Donc pour le moment, il vous faut des cartes AMD. Tous les GPU depuis les RX 400 jusqu'aux dernières générations, les RX 7000, sauf malheureusement, l'exception c'est les Vega. Par exemple, il y a quelques temps de ça, je vous avais montré la Vega 64, qui est une carte graphique très sympathique, mais qui ne fonctionne pas. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que officiellement les Vega sont supportés par les drivers AMD, mais pour avoir fait l'essai sur Raspberry, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Ensuite, bien sûr, il nous faut un moyen d'alimenter la carte graphique. Donc pour ça, on va utiliser une alimentation de PC ATX avec le connecteur 24 pins. Où est-ce qu'il est? Voilà. Avec le connecteur de court-circuité pour que la lime démarre automatiquement lorsqu'on la met sous tension. Et pour alimenter le Raspberry, je vais utiliser une alimentation Raspberry officielle en USB type C. Ensuite, bien sûr, il nous faut un moyen de connecter la carte graphique au Raspberry Pi 5. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur le Pi 5, vous avez certainement vu le connecteur PCI Express qui se trouve ici et qui est conçu pour y mettre une nappe. Alors on ne peut pas l'utiliser tout seul, il faut absolument passer par des adaptateurs. Et voilà mon premier setup. J'ai utilisé premièrement un adaptateur, donc PCI Express du Raspberry vers M2 pour SSD. Ensuite un adaptateur M2 vers PCI Express, donc c'est un PCI Express
4X. Le problème, c'est que je ne peux pas connecter directement une carte graphique là-dedans puisque le connecteur est bloqué. Et en plus de ça, c'est un adaptateur avec un PCB qui est extrêmement fin et qui n'est absolument pas capable de transférer le courant suffisant pour alimenter une carte graphique. Donc si on essayait de brancher ça directement comme ça, on a un risque de faire cramer l'adaptateur. Donc, j'ai utilisé ensuite ce petit truc-là que j'avais acheté il y a pas mal de temps, qui était utilisé souvent par ceux qui minaient de la crypto-monnaie pour déporter la carte graphique et qui permet de passer d'un PCI Express 1X vers un câble USB 3.0. Alors bien sûr, c'est pas de l'USB, hein. On utilise juste le câble USB pour transférer du PCI Express, pour ensuite aller vers cette carte dans laquelle on peut brancher directement le GPU. C'est ce que j'ai utilisé lorsque j'ai fait mes premiers essais il y a de ça maintenant 1 an, et ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'il y a tellement d'adaptateurs que le PCI Express 3.0 ne fonctionne pas. Si vous ne le savez pas, le Raspberry Pi 5 a une ligne PCI Express à la norme 2.0. Mais ça, c'est la norme officielle, car il est possible, en changeant un petit paramètre dans le config.txt, de passer à la norme 3.0, ce qui permet quand même de doubler la bande passante. On va se débarrasser de tout ça, et on va le remplacer par ceci. Un autre Raspberry Pi 5 avec 8 Go de RAM, sur lequel j'ai installé le Ice Tower Cooler, le petit dissipateur de chez 52Pi qui est assez sympa. Ils avaient déjà sorti une version à l'époque pour le Raspberry Pi 4 que j'avais montré dans une vidéo il y a pas mal d'années maintenant. Réellement, ce dissipateur, il est un peu inutile, sauf si on veut vraiment faire de l'overclocking. Par contre, le ventilateur est RGB, ce qui est indispensable aujourd'hui pour tous les setups gaming. Mais le plus intéressant, c'est l'autre adaptateur que j'ai collé sous le Raspberry Pi 5, qui vient également de chez 52Pi et qui permet d'obtenir un connecteur PCI Express 1X plein format directement à partir du connecteur du Raspberry. Ce connecteur, donc ce que j'appelle un connecteur lecteur de disquette, hein, pour ceux qui se souviennent, c'était des petits connecteurs à 4 broches qu'il y avait sur les lecteurs de disquette de nos anciens PC, avec un petit switch à bascule également, qui permet de passer sur une alimentation externe, donc pour fournir du 12 volts au connecteur. On peut aller jusqu'à 3 ampères. Je sais ce que certains vont dire, 3 ampères, c'est pas encore suffisant. Pour monter jusqu'à 75 watts, il nous faudrait 6 ampères, grosso modo. Mais on va essayer quand même. Au pire, on va juste faire fondre l'adaptateur ou le connecteur, mais ça, chez Nvidia, ils sont habitués. Et puis, comme j'utilise une carte graphique avec une alimentation externe, je croise les doigts pour que ça pompe plus ici que là. J'ai déjà fait le gros du travail en installant le dissipateur et l'adaptateur PCI Express, donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est brancher ça juste ici. Et voilà, le PC, la carte graphique. A few moments later. Ça va être un petit peu galère à filmer parce que l'écran est assez grand, donc il faut prendre du recul pour bien le voir. Mais le Raspberry, lui, il est tout petit et il est caché derrière. Donc bon, je vais faire ce que je peux. Ensuite, je branche l'alimentation du Raspberry. J'allume la carte graphique, enfin l'alimentation de la carte graphique. Et là, vous allez voir. Au début, vous voyez que les LED ici s'allument en espèce de rose. Et lorsque le PCI Express s'initialise, ça passe au vert. Les ventilateurs se mettent à tourner. Et on devrait avoir une image à l'écran d'ici peu. Et voilà. Pour ce qui est de la partie logicielle, certains d'entre vous auront bien sûr reconnu Raspberry OS, c'est la version officielle de Raspberry OS. Simplement, il faut modifier le noyau, le kernel du système. Pour ça, je mets encore une fois des liens dans la description. Il y a un tuto assez bien réalisé sur le site de Jeff Gerling. Donc encore une fois, si vous souhaitez refaire cette expérience, le mieux c'est de le suivre. Il faut utiliser Raspberry OS et le Raspberry Pi 5 pour recompiler le kernel. Donc pour ça, il faut télécharger une version légèrement modifiée par CoreForge qui est disponible sur GitHub. Donc télécharger une version modifiée du kernel, faire un petit make menu config qui vous permet de modifier les paramètres de ce kernel pour notamment activer les pilotes AMD GPU dont j'ai parlé un petit peu plus tôt et 2-3 autres petites bricoles, et ensuite lancer la compilation du noyau. Ça prend entre une demi-heure et 3/4 d'heure sur le Raspberry Pi 5. Et une fois que la compilation s'est bien passée, et si elle s'est bien passée, il n'y a plus qu'à installer tout ça. Donc il suffit de suivre le tuto officiel sur le site Raspberry qui explique très bien comment le faire. C'est une petite série de commandes sudo cp pour copier ce que vous venez de compiler sur la carte SD. Ensuite, il suffit de faire un petit apt install pour installer un truc qui s'appelle Firmware AMD Graphics, qui permet de rajouter un peu de support pour les cartes graphiques AMD, d'éteindre le Raspberry, de connecter, comme on l'a fait juste avant, une carte graphique, et normalement, quand vous redémarrez, vous avez un GPU qui fonctionne. Maintenant que le setup est prêt, on va enfin pouvoir s'amuser, mais on va aussi en profiter pour connecter un deuxième écran.
Le multi-écran fonctionne également, j'ai mes deux écrans connectés au GPU et les deux affichent sans souci. Donc on va utiliser l'écran principal pour faire tourner les jeux et l'écran secondaire pour afficher tout ce qui est statistique et diagnostic. On va commencer par celui-ci, le centre de surveillance du système qui permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe sur notre Raspberry. Ensuite, un deuxième outil que je vais utiliser, c'est NVTop. NVTop va me permettre de surveiller exclusivement la carte graphique. Donc si on regarde en haut, on a des informations très intéressantes. On a tout d'abord donc AMD Radeon RX 580. Donc c'est bien la carte que j'ai là, c'est une RX 580 Strix de chez Asus. On peut voir qu'on est connecté en PCI Express 3.0 1X. Très intéressant également, c'est qu'on peut avoir les débits. Donc le RX et le TX au niveau du PCI Express. On a ensuite la fréquence de fonctionnement de GPU, la fréquence de fonctionnement de la mémoire, la température, la vitesse du ventilateur et la consommation. En dessous, on a une petite partie où on a des graphiques qui vont s'afficher. Pour le moment, tout est à 0%, donc on ne voit pas grand-chose, mais ça va devenir un peu plus intéressant tout à l'heure. Et on peut également ouvrir une nouvelle console et faire un htop, juste pour avoir la charge sur les différents cœurs du processeur que ne peut pas nous montrer le centre de surveillance système. Avec tout ça, on est prêt à jouer. Je propose de commencer avec un petit Minecraft et notamment le Minecraft Pi Edition qui n'est plus installé par défaut, mais je crois qu'il l'était à une époque. Ok, c'est parti. La distance de rendu, on va se mettre au plus loin possible. Je voulais juste regarder les options, si je pouvais... ok, on n'a pas grand chose sur cette version-là, donc c'est pas grave. Et on va démarrer une partie. Créatif, ouais, pourquoi pas, ça on s'en fiche. On peut voir également que les ventilateurs se sont réveillés. Ça y est, on fait du gaming sur Raspberry avec donc Minecraft. Alors on voit pas grand chose parce que même si j'ai mis la distance de chargement le plus loin possible, ça charge quand même pas grand chose. On est en 4K et ça a l'air de plutôt bien tourner. Problème avec ce Minecraft Pi Edition, c'est qu'il est conçu spécialement pour le Raspberry, donc ça tourne déjà pas trop mal sur un Raspberry sans carte graphique. En 4K, je sais pas quand même, j'ai pas vraiment fait l'essai à vrai dire. Mais le problème donc c'est que la map est très réduite et on a, comme vous l'avez vu, quasiment aucune option avec lesquelles on peut jouer. Alors, on est loin du Minecraft RTX Edition par exemple. On est très vite arrivé au bord de la map. Est-ce qu'on peut pas se créer un autre monde? Voilà, c'est un peu plus sympa. Chose assez intéressante, c'est que maintenant que donc Minecraft tourne, on est en 4K ici, on a une charge GPU qui a largement diminué par rapport à la première map sur laquelle j'étais. On est à même pas 20%. Je ne sais pas pourquoi juste avant on était à 100%, c'était un peu bizarre. Et on peut surtout voir qu'il y a un cœur processeur qui fait tout le boulot et les autres qui sont beaucoup moins chargés. Donc a priori on est avant tout bridé par le processeur. Oh, grande surprise. Et le GPU, lui, il est tranquille. Donc pour le moment, on a le bottleneck ultime. Malheureusement, j'ai pas de compteur de FPS, donc je peux pas vous dire à combien de FPS on tourne actuellement. L'écran est 60 Hz seulement, et je pense qu'on tourne à 60 FPS. Et ça a l'air de bien fonctionner. Alors tant qu'on est sur Minecraft, on va essayer un autre Minecraft, cette fois-ci la version un peu plus standard. Donc on a Minecraft Java Edition cette fois-ci. Est-ce que l'on peut changer quelques paramètres? On va mettre les options graphiques au maximum. Ok, c'est parti. Ah. Ok, c'est reparti. On croise les doigts pour que cette fois-ci ça tienne le coup jusqu'au bout. On a le CPU qui est quasiment à fond, on est à plus de 90%. Hey! Ah! Ok, peut-être que j'ai poussé les options un peu trop loin. On va revenir un peu en arrière. Ça sera peut-être une bonne idée. Je dois avouer que lors de mes essais précédents, je l'ai fait en 1080p et pas en 4K. Donc c'est peut-être un peu beaucoup ce qu'on lui demande. Déjà, je peux le dire, c'est moins fluide qu'avant. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas de compteur de FPS, mais vous pouvez peut-être le voir à quelques... Voilà. On a des petits freezes à certains moments. Mais c'est Minecraft Java Edition, une vraie version de Minecraft, si on considère que la version Pi ne l'est pas. On va essayer de se mettre en plein écran. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut jouer un petit peu avec les options? Si on augmente la distance de rendu, distance de simulation, si on débloque les FPS,
Ouf, ok, j'ai eu un peu peur. Ah, on va quitter Minecraft, on va essayer un autre jeu. On va tester Super Tux Kart, qui est une sorte de copie de Mario Kart. On va le faire en solo. Et on peut choisir oh, le petit personnage de Gimp. Donc voilà Super Tux Kart sur un écran 4K. Je suis tellement mauvais, c'est même pas la peine de regarder le classement. Par contre, le jeu tourne nickel. Et au niveau de la charge CPU, on est quand même à 37%. C'est pas mal, on utilise un peu plus de 1 Go de la mémoire vidéo. Par contre, au niveau processeur, sur ce jeu-là, on a une charge processeur qui est très faible. On est à 10% à peu près. Et surtout, on n'a pas un cœur qui se retrouve martyrisé. Donc voilà un jeu qui tourne plutôt bien. Si vous voulez faire du faux Mario Kart sur Raspberry, c'est pas mal. Alors Super Tux Kart et Minecraft, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si on veut vraiment profiter de notre GPU et faire du gaming, du vrai gaming, bien sérieux? Et bien pour ça, on peut se tourner du côté de Steam. Alors ça met un petit peu de temps à se lancer, Steam prend toujours du temps à charger, mais vous allez voir qu'on a Steam comme sur n'importe quel PC. Vous le voyez, Steam fonctionne plutôt bien sur le Raspberry. Malheureusement, c'est un peu compliqué pour installer des jeux. En fait, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que on est sur un Raspberry Pi 5. Donc, on n'a pas un processeur Intel, on n'a pas un processeur AMD, on a un processeur de chez Broadcom qui utilise une architecture ARM. Donc, il faut des logiciels compilés pour ARM. Heureusement, il y a une solution à ça, c'est d'utiliser Box86 et Box64 qui permettent de faire la conversion à la volée. Le deuxième problème, c'est qu'on est sous Linux. C'est Raspberry OS, c'est une base Linux. Et la plupart des jeux sur le store de Steam sont compilés pour Windows. Là encore, ce n'est pas insurmontable. Valve l'a montré avec notamment le Steam Deck, qu'on a d'ailleurs juste ici. Le Steam Deck fonctionne également sous Linux. Et donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait ces dernières années pour faire fonctionner des jeux compilés pour Windows sur Linux, avec une couche de conversion, et également en demandant à des éditeurs de compiler leurs jeux pour que ça fonctionne sous Linux. Donc, la situation est mieux qu'elle n'a été. Le problème, c'est que quand on combine à la fois le fait que l'on est sous Linux et le fait que l'on n'a pas un processeur ni Intel ni AMD, eh ben, ça complique encore un peu plus les choses. Et le troisième problème, comme tous les systèmes Linux, ce sont les logiciels anti-triche qu'il y a pour beaucoup de jeux multijoueurs qui, malheureusement, pendant longtemps, et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, ont du mal avec Linux parce que ça n'a pas été conçu pour. J'ai quelques jeux actuellement dans ma librairie, mais malheureusement, si on prend le cas de Overwatch 2 par exemple, il n'est pas disponible pour Linux, il est compilé uniquement pour Windows, donc on ne peut pas l'installer. Si on prend un jeu comme Counter-Strike 2, lui, il existe, il est dispo pour Linux. Je ne l'ai pas installé ici, mais je l'ai fait précédemment durant des tests, et il s'installe, mais il refuse catégoriquement de se lancer. Je ne sais pas exactement pourquoi, impossible de faire démarrer Counter-Strike. J'aurais bien aimé faire aussi un petit 3D Mark, mais là encore, uniquement disponible pour Windows. Mais il y a un jeu sur lequel j'ai eu beaucoup plus de chance, c'est Unturned. C'est drôle parce que c'est un jeu auquel j'ai joué il y a quelques années, et non seulement il est toujours donc dispo sur Steam, mais il est compilé pour Linux, et surtout, il s'installe et il fonctionne. Donc je vous propose d'aller faire un tour sur Unturned. Ça met un petit peu de temps à se lancer. Alors je crois qu'on le prononce Unturned en français, Unturned, un peu compliqué. Ce qui est intéressant avec Unturned, c'est qu'on est sur un jeu déjà un peu plus costaud que ce qu'on a vu précédemment. Je me souviens que lorsque je l'ai installé il y a un paquet d'années de ça, la première fois sur mon PC à l'époque, je crois que je devais avoir encore ma Radeon R7 250 dans mon PC à ce moment-là. Et ça avait du mal à tourner. En 1080p, on n'atteignait pas des FPS de malade. Donc là, on va voir ce que ça donne sur un Raspberry Pi 5 avec une RX 580. Wow, ça... ok, ça a un petit peu de mal. Donc on va aller jouer, on est en single player et une map que j'aime bien, oui, c'est California qui était assez sympa. Et c'est parti, ça y est. On est dans le jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept du jeu, c'est à la fin du monde, toute la population a été remplacée par des zombies et on essaye de survivre là-dedans. Un peu à la DayZ pour ceux qui connaissent, mais avec un style graphique un peu plus proche de Minecraft pour le coup. Ça serait bien si on pouvait se trouver un coin assez sympa au niveau du paysage, histoire d'avoir quelque chose à regarder qui soit pas mal. Il n'y a pas mieux que ça. D'accord, donc en fait à chaque fois on part du même endroit. Le compteur en haut indique à peu près 36-37 FPS, la charge processeur est autour de 50 et quelques %, avec un cœur qui se retrouve à 100%, donc on a le même problème que tout à l'heure, on a un cœur CPU qui est à fond et les autres qui sont beaucoup moins chargés. Et au niveau du GPU, on est à seulement 20% environ, mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas encore commencé à toucher aux paramètres.
Donc déjà, on va essayer de faire... Enfin, on va essayer de grimper en 4K, puisque là, j'ai l'impression qu'on est en 1080. Donc on va aller directement au maximum. Ouh. Rien qu'en passant à la résolution native de l'écran, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Par contre, le compteur de FPS est rendu tout en haut, il est minuscule, donc je peux regarder. Actuellement, on est à 37, 38 images par seconde, 35. Donc on n'a pas vraiment perdu en passant de la 1080 à la 4K. Probablement parce qu'on est bridé par le CPU, on a le bottleneck ultime et on vient de cracher. C'est bizarre qu'on ait des problèmes de stabilité, parce que j'ai fait des tests un peu plus tôt et c'était beaucoup plus stable que ça. Donc ouais, il faudra peut-être que je redescende un petit peu mon overclocking. Donc c'est reparti, on est de retour sur la map. Actuellement on tourne autour de 30 fps, dans les 30 fps même. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus inutilisable. On est clairement bridé par le processeur. Niveau GPU, je suis à 63-64% actuellement, ce qui veut dire que l'on doit pouvoir pousser un petit peu les options. On va mettre la draw distance donc au maximum. Landmark, on va se mettre au maximum également. A few moments later. Allez, on va se faire tuer par des zombies, on va voir ce que ça donne. Là, je dois le dire, ça commence à descendre un peu. On n'est plus qu'à 17 fps. Ouh, un taxi. Parfait. Pour être honnête, c'est limite utilisable. On est autour de 20 fps, 23 actuellement. Faut pas bouger trop rapidement, quoi. C'est là où on s'aperçoit du petit framerate que l'on a. Hunterned en 4K sur Raspberry Pi 5 avec les options plutôt sur élevé. On tourne à environ... actuellement 28-30 images par seconde. Et si on regarde nos graphiques, on peut voir que, encore une fois, on a un cœur processeur qui fait tout le boulot. Donc on a vraiment un bottleneck au niveau du processeur. Et côté GPU, le GPU est tranquillement autour de 60% de charge, avec une mémoire vidéo qui est utilisée à peu près à 50%, un peu moins de 50%. Donc on est pas mal. J'ai pas vraiment d'option pour augmenter le nombre de FPS. Ah si, on peut encore augmenter le niveau de détail. Ultra, tout en ultra, tant qu'on y est. Ok, on n'a pas... On est en ultra, on a encore plus de détails qu'avant et ça n'a rien changé sur le FPS. Dès qu'on a des constructions, ça a tendance à faire baisser le nombre de FPS. Là, je suis plus qu'à 17, 19. Allez, si on repasse sur un 1080, alors tout de suite, c'est beaucoup plus moche puisqu'on n'est plus sur la résolution native de l'écran et on a gagné 2 images par seconde. Comme vous avez pu le voir, une carte graphique sur le Raspberry Pi 5, ça fonctionne plutôt bien quand on voit que c'est pas du tout conçu pour ça. J'aimerais bien essayer avec une carte AMD plus récente pour voir si on a un gain de performance ou non. On a vu aussi qu'on était évidemment largement bridé par le processeur, donc à mon avis, passer sur un GPU plus performant ne va pas beaucoup aider à faire mieux tourner des jeux. Et puis enfin, le gros problème qu'il y a bien sûr, c'est que certes, un GPU aujourd'hui fonctionne, la partie driver c'est résolu, mais toute la partie logicielle et notamment les jeux, il n'y a rien de conçu pour un tel usage, puisque ce n'était pas possible jusqu'à présent. Donc soit on a des jeux qui fonctionnent plutôt bien sur Raspberry, mais qui fonctionnent bien même quand on n'a pas de carte graphique externe, ou alors on a des jeux comme sur Steam par exemple, qui sont conçus pour des machines plus gaming, mais qui ne sont pas conçus pour tourner sur un Raspberry. Donc on est un peu sur un entre-deux, et c'est pas facile de trouver les bons compromis. Voilà, c'est tout pour cette expérience. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, mais c'est enfin possible. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité à tout ça? Pas forcément, mais on s'est tellement posé la question si on pouvait le faire qu'on ne s'est même pas posé la question si on devait le faire. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez faire la même chose, je rappelle que vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.